Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette première table ronde de la journée. On essaiera de dresser tous ensemble un portrait donc, de la coproduction actuelle et faire un bilan de santé de ce qui s'est passé jusque-là, de parler en fait du système franco-chinois, deux cultures, peut-être deux systèmes de travail et quelles sont les articulations qu'on peut faire ensemble, communes, pour développer encore plus la coproduction franco-chinoise. Alors, tous les intervenants sont là. Pierre-Emmanuel Le Serre, par ordre de proximité, Pierre-Emmanuel Le Serre, donc directeur du pôle financier et juridique du CNC, ancien directeur des affaires européennes et internationales. Toujours. Alors, toujours directeur des affaires européennes et internationales. Donc, il a suivi de nombreux projets franco-chinois. On va pouvoir en parler ensemble. Isabelle Glachan, donc ancienne attachée audiovisuelle en Chine, productrice française pour Chinese Shadows et Yisha Productions, responsable du bureau chinois Unifrance. Franck Priot, délégué général adjoint de Film France. Alors Film France, depuis 2005, c'est l'organisme qui réunit le réseau des commissions du film, ayant pour mission de promouvoir le tournage et la post-production sur le territoire français. Et donc il a été au cœur de beaucoup de projets favorisant la coopération et la coproduction franco-chinoise en matière de cinéma. Et Sylvain Burschein, producteur français. Il a été l'une des grandes figures de la production avec la Chine dans les années 2000, avec par exemple Une jeunesse chinoise de Loyer, prix du scénario à Cannes, Jour et nuit, voiture de luxe qui avait reçu le prix Un certain regard aussi à Cannes, et Memory of Love, tous des films de Wang Chou, les trois derniers. Donc ma première question, en fait, qui va être une question introductive, et pour vous, Pierre-Emmanuel Le Serre, c'est pour le CNC, est-ce qu'il y a un réel avant et après accord de coproduction 2010 ? Bonjour à tous. Écoutez, d'abord, je suis très heureux de venir pour la deuxième fois à l'Industrie du Rêve. La dernière fois, c'était pour parler de coproduction franco-allemande. J'avais qualifié la coproduction franco-allemande d'unique dans le cinéma. J'ose également parler de relations uniques avec la Chine. Donc j'espère que l'année prochaine, je trouverai un autre adjectif pour la prochaine coproduction. Mais de manière générale, la relation franco-chinoise, que ce soit en matière de coproduction ou de diffusion, la relation entre les deux communautés professionnelles, la relation entre les deux gouvernements, la relation entre les deux institutions qui sont en charge de la politique de régulation du cinéma et de la politique du soutien économique est également unique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'équivalent en Asie et on n'a pas d'équivalent avec un marché d'un tel potentiel créatif et économique. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après accord de coproduction d'avril 2010 ? Je pense que ceux qui pourront répondre le plus aisément à cette question, c'est en fait les producteurs qui ont vécu l'avant et l'après. Moi, je dirais à titre institutionnel, oui, bien sûr. D'autant plus que cet accord de coproduction n'est pas vide de sens, contrairement à certains accords de coproduction qu'on a signés avec des pays et qui, dans les faits, ont été très peu fructueux. C'est-à-dire qu'on a très peu de coproduction officielle bilatérale avec ces pays, malgré des accords de coproduction qui datent des années 70, 80, 90. Donc ce sont des accords peu vivants. Sur les 55 accords de coproduction qu'a la France, il y a une dizaine d'accords de coproduction qui n'a jamais produit de coproduction. Avec la Chine, depuis 2010, on en est déjà à 8 coproductions officielles. Et chaque année à Cannes, il y a l'organisation des journées franco-chinoises en lien avec les autorités chinoises du SAPFR, qui est donc l'administration étatique chinoise en charge de la politique audiovisuelle, en lien avec le Centre culturel de Chine en France et en lien avec le Festival du cinéma chinois en France, que je salue puisque certains représentants sont là aujourd'hui. Nous organisons des journées franco-chinoises lors desquelles nous débattons de la vigueur de la coproduction franco-chinoise et chaque année, de mémoire, je n'étais pas à toutes les rencontres, mais on a signé des accords de coproduction à cette occasion-là. Donc c'est un accord qui est vivant. C'est un accord qui permet des coproductions officielles, alors qu'avant, on ne pouvait faire que des coproductions non officielles, officieuses. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que toutes les coproductions franco-chinoises sont officielles. Il y a des coproductions qui restent non officielles parce qu'elles ne sont pas éligibles à l'accord de coproduction, elles ne remplissent pas tous les critères d'éligibilité. Donc on marche toujours sur deux pieds avec la Chine, un pied qui est un pied officiel
la coproduction officielle franco-chinoise, et puis un autre pied qui est la coproduction plus historique, officieuse, notamment de films d'auteur, et que l'on aide également au CNC à travers notre aide au cinéma du monde. Donc oui, pour moi, il y a eu un avant et un après cet accord qui est un accord vraiment vivant. Alors, est-ce qu'on peut rappeler justement les avantages de ces accords de coproduction qu'ils apportent? C'est-à-dire, quels sont les avantages pour un projet français d'avoir une double nationalité? Et quels sont les avantages pour un projet chinois d'avoir la double nationalité, notamment pour la France? Alors vous avez raison de souligner que les avantages ne sont pas les mêmes en France et en Chine. En France, le fait d'acquérir, en France et en Europe de manière générale, le fait d'acquérir le statut de coproduction officielle fait que vous êtes considéré comme un film français. Et donc vous êtes éligible aux aides du CNC, notamment pour le producteur français, éligible à l'aide automatique, mais il peut également être éligible à d'autres aides, type aide au cinéma du monde, par exemple, pour des aides sélectives. Mais vous avez après accès à l'ensemble des aides à la distribution. Donc non seulement vous avez des aides à la production ou au réinvestissement dans des productions futures, ça ce sont les aides automatiques, mais vous êtes également éligible aux aides à la diffusion en France. Par ailleurs, étant considéré comme production française, vous rentrez, d'abord vous passez beaucoup plus facilement le barème dit européen, ce qui permet de rentrer dans les quotas de films européens pour la diffusion sur les chaînes télévisées ou sur les plateformes de VOD, ce qui est quand même essentiel, une fois qu'on a produit un film, de pouvoir le diffuser et de rentrer dans les quotas européens. Ça, c'est l'avantage point de vue français, donc éligibilité aux aides et qualification d'œuvres européennes et d'œuvres françaises, ce qui permet de rentrer dans les quotas de diffusion. Côté Chine, c'est l'accessibilité à un marché extrêmement dynamique, puisque, comme sans doute vous le savez, le marché chinois est un marché qui n'est pas entièrement ouvert aux importations. Ce sont des importations très réglementées. Il y a des autorisations pour les films étrangers à être diffusés et distribués en Chine. Les quotas tels qu'ils ont été négociés par les autorités chinoises lors de leur adhésion à l'OMC étaient très restreints. On avait environ 20 films par an étrangers qui pouvaient être importés en Chine avec partage de recettes. Depuis, ces 20 films plus 14 films qui ont une technologie 3D ou IMAX, et tout le reste des films qui sont autorisés. Au total, sous ton contrôle, Isabelle, on a 64 films par an étrangers importés en Chine. Tous les autres films sont au forfait. Donc c'est un marché extrêmement dynamique, mais peu ouvert aux films étrangers. Dès lors qu'ils ont la qualification de coproduction franco-chinoise, ils sont considérés comme chinois, ils échappent au quota, et là, ils peuvent bénéficier d'une stratégie de diffusion et de distribution extrêmement large sur l'ensemble du marché. Donc, sur le film de Jean-Jacques Hano qui sort prochainement, c'est l'une des actualités immédiates de la coproduction franco-chinoise. On en a de nombreuses. On est sur plusieurs milliers d'écrans de distribution. Donc là, l'avantage en Chine, c'est plutôt l'accès à un marché extrêmement dynamique et un nombre d'écrans assez considérable. Alors justement, on peut s'intéresser aussi à ce qui s'est passé avant. Sylvain Burstein, vous avez participé à de nombreuses productions dans les années 2000. Alors pourquoi la Chine à ce moment-là? Et comment ça se passait pour monter un film et pour monter un projet à ce moment? Moi, je suis arrivé en Chine en 2001. J'ai produit une dizaine de films, dont principalement comme réalisateur Louye et Wang Chao. Isabelle était déjà attachée au audiovisuel bien avant que j'arrive en Chine et connaît bien la situation avant. On est dans une situation, il y a une date très importante en Chine, qui est la production de Héros, de Zhang Yimou. Jusqu'à Héros, le cinéma chinois est mort-né. C'est-à-dire qu'il n'a pas bougé pendant 20 ans. Toute la Chine se modernise, le cinéma ne bouge pas. Les salles tombent en désuétude, il n'y a plus de salles, il n'y a plus rien. Le cinéma chinois n'est qu'un cinéma de jeunes réalisateurs, d'auteurs, soutenus par, d'ailleurs, qui ont été beaucoup soutenus par l'ambassade de France, beaucoup éduqués aussi aux films qui étaient projetés à l'ambassade de France. On est dans un cinéma très intimiste et très d'auteur, qui fait les grands festivals internationaux, mais qui n'a pas d'existence commerciale. Zhang Yimou sort Hero, 25 millions de dollars de recettes. Et à partir de ce moment-là, qui va de parallèle avec la construction de milliers, j'ose pas dire dizaines de milliers, de malls dans toute la Chine, chaque mall veut
sa salle de cinéma. Et à partir de ce moment-là, on a jusqu'à aujourd'hui la progression jusqu'à devenir le plus grand parc de cinéma du monde, parc qui va encore se multiplier, ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir deux choses. Il va y avoir à la fois une jeune génération une génération de cinéastes chinois qui va éclater et être partout dans tous les festivals du monde, qui sont ces jeunes cinéastes chinois qui n'ont pas de rapport avec leur public. C'est-à-dire le public, les salles sont désuètes, il y a la censure, il n'y a pas de système, leurs films ne sont vus qu'à l'étranger. Donc les films par exemple, que j'ai produits, il y en a très très peu qui ont eu la censure. J'ai eu le premier film que j'ai produit, c'était un film à Hong Kong, on n'était pas sous le règne de la censure chinoise du SARS. Le deuxième film, on obtient la censure, mais on n'a pas les salles pour distribuer le film. C'est une petite distribution dans des petites salles en catimini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie chinoise pour refinancer ce type de film d'auteur, et à contrario, il n'y a pas de public. La force qui fait qu'en France, il existe encore un public sur plusieurs catégories et plusieurs typologies de films, on ne l'a pas en Chine à l'époque. Par contre, le cinéma chinois avec la Chine qui arrive dans le monde est absolument demandé partout dans le monde. Donc, moi, je produis des films, mais Isabelle en a produit et en produit encore, qui sont demandés par l'ensemble des festivals et l'ensemble d'un public à essai dans le monde. Donc nous ne sommes pas dans le cadre d'un accord de coproduction, mais l'accord de coproduction ne nous aurait pas aidés, parce qu'il n'y avait pas en Chine un moyen de récupérer un copec. Par contre, la Chine est dans une optique, pendant ces 10, je dirais jusqu'aux Jeux Olympiques, que pour un investisseur chinois, qui rapidement, les fortunes se bâtissant avec le développement économique du pays, c'est important de pouvoir, je dirais, subventionner, comme un crowdfunding, mais un crowdfunding individuel, les œuvres du cinéma chinois, parce que c'est une fierté. Et paradoxalement, par exemple, je raconte une anecdote, je fais un film qui a été interdit en Chine, qui est une jeunesse chinoise, Summer Palace, sur les événements de Tiananmen, sur une grande histoire d'amour, sur cette génération qui va de Tiananmen à aujourd'hui. C'est un film qui a été interdit en Chine, qui a posé beaucoup de problèmes à Cannes. Et en même temps, quand je l'ai fait, j'ai discuté avec les gens du SARS. Les gens du SARS m'ont remercié d'avoir produit ce film. Ils m'ont dit, vous comprenez, politiquement, on ne peut pas le sortir en Chine. D'après les chiffres qu'on a, on a plus d'1 million à 2 millions de DVD pirates, parce qu'il était partout en tête de gondole en Chine, donc c'est la contradiction de la Chine. Mais en même temps, ils étaient contents qu'on produise ce film. C'est-à-dire, la Chine est un pays contradictoire. Il y a à la fois une censure qui empêche un certain type de film, mais on n'a pas de marché. L'accord de coproduction est une très bonne chose, mais parce que ça permet des échanges, notamment des films comme celui de Jean-Jacques Hano, demain un film chinois qui viendra se tourner en France et qui pourra bénéficier des soutiens que nous avons en France, mais ça ne répond qu'en partie au véritable problème, c'est l'éducation d'un public de cinéma d'auteur en Chine et l'évolution du système de la censure vers un système de RET, moins 12, moins 16, moins 18. Et à ce moment-là, quels étaient vos partenaires en fait? C'est-à-dire, c'était des chaînes de télévision? Vous aviez des partenaires financiers en Chine aussi? Alors, en France, je crois que j'ai eu 4 coproductions avec Arte. C'est des films qui n'étaient pas des films officiels, mais c'est des films où Arte n'a pas une obligation. Maintenant, ça a un peu changé, mais c'est toujours vrai légalement, n'a pas l'obligation de rentrer dans un film de coproduction. On peut rentrer dans un film qui n'est pas dans le cadre institutionnel de... Donc, j'ai eu plusieurs fois Arte. J'ai eu Arte, je crois, trois fois sur Wang Chao, je crois, sur d'autres films. Et donc, il y avait ça. Il y a le dynamisme. La France a quand même aujourd'hui beaucoup de vendeurs internationaux. Une des caractéristiques du cinéma français, c'est ce nombre de vendeurs internationaux que beaucoup de pays nous envient, parce qu'ils viennent voir nos vendeurs pour qu'on vende leurs films. Et j'ai eu des accords avec des sociétés françaises de vente internationale qui m'ont permis de financer ces films sur le marché international, et on récupérait le coût du film sur les ventes à l'international. Et aussi la politique depuis longtemps soutenue
du CNC à l'international, qui était le Fonds Sud et maintenant qui est le Fonds d'aide à l'international. Et à travers ces 3 systèmes d'aide, j'arrivais à monter, on arrivait à avoir des chiffres entre 500, 700, 800 000, voire 1 million d'euros de financement sur un film chinois. Ce qui est beaucoup. Mais en même temps, il y a un problème qui se pose, c'est que le coût de la vie, faire un film en 2002 en Chine, ça coûtait des clopinettes, excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, le coût de la main-d'œuvre, le coût des techniciens a augmenté, parce que le moyen, et c'est bien, parce que les moyens de vie de la Chine ont augmenté. Mais ce qui fait que aujourd'hui, il est très très difficile pour un cinéma qui n'a pas une rentabilité commerciale directe, c'est-à-dire celle sur le marché chinois ou celle sur le marché international, de pouvoir financer un film, parce que les films coûtent cher. Ils coûtent plus cher qu'ils coûtaient. Ils ne coûtent pas aussi cher que les nôtres, qui sont les plus chers au monde, mais ils coûtent toujours cher. Proportionnellement, en absolu. Eh bien, on va se projeter aussi en 2010 avec la première coproduction officielle entre la France et la Chine, donc 11 fleurs. On va d'abord voir la bande-annonce. Donc si on peut lancer la bande-annonce, et après on discutera avec Isabelle Glachon. Donc Isabelle, avant de parler de 11 fleurs directement, comment as-tu rencontré Wang Xiaoshuai? À partir de quel moment aussi tu as envisagé de faire des coproductions avec lui, avec la France? J'ai rencontré la première fois Wang Xiaoshuai quand j'étais attachée audiovisuelle. J'étais en poste pendant 5 ans. Et à l'époque, c'était l'époque où effectivement de ces coproductions officieuses, c'est-à-dire où les réalisateurs de films d'auteur chinois ne trouvaient pas de financement en Chine, où la production des films était peu chère et où ils arrivaient à faire des films essentiellement avec l'aide de l'étranger et notamment de la France. Et au moment où j'ai quitté l'ambassade, en fait, Wang Xiaoshuai m'a invité à dîner et m'a demandé si j'accepterais de l'aider, parce que la particularité de la production chinoise, c'est que le réalisateur est en fait très souvent lui-même le producteur du film. Ce qu'on appelle en Chine, les producteurs sont très souvent des financiers, des gens qui ont de l'argent au sein de l'entreprise. Et donc, celui qui va chercher l'argent va être le réalisateur. Pour certains, qui va passer de longues soirées dans des karaokés avec les investisseurs pour essayer de les convaincre qu'il a une histoire super qu'il faudrait financer. C'est généralement le même réalisateur qui va écrire son scénario, le même réalisateur qui va diriger la production, puisqu'il est le producteur, avec un directeur de production qui ne peut dire non à aucune demande du réalisateur, puisque le producteur est sur le plateau. Une fois que le film est fini, c'est généralement le réalisateur qui va monter le film, puisque le monteur est essentiellement un exécutant, celui qui connaît l'ordinateur, qui connaît la technique, mais ce n'est pas réellement le créatif. Et une fois qu'il a fini son film, celui qui se retrouve à le vendre et à aller en faire la promotion, c'est encore une fois le réalisateur. Et là, Wang Xiaoshuai en arrivait à se dire que peut-être sur une partie de ses tâches, qui était l'international, ça aurait été bien que quelqu'un vienne l'aider un petit peu. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée à la production. J'avais envie de continuer à travailler entre la France et la Chine, trouvant le cinéma chinois passionnant, parce qu'il y a des créateurs qui se battent envers et contre tout pour arriver à faire exister leurs histoires, et que rentrer en France où il y a un système qui est assez établi, où finalement il y a des producteurs, des monteurs, des scénaristes, des réalisateurs et des gens qui font des ventes, j'avais l'impression qu'effectivement en Chine, il était possible de les aider et qu'il y avait une place à prendre, et en tout cas une place qu'on m'offrait. Donc j'ai commencé à faire de la production avec Wang Xiaoshuai. J'ai appris avec lui en fait, et je travaille avec lui depuis, donc ça fait maintenant, ça va faire 12 ans qu'on travaille ensemble. Et sur 11 fleurs, en fait, quelle a été ta fonction? Parce que là, on voit bien que c'est un film avec un sujet chinois, avec des acteurs, un conditionnement, un décor chinois, un réalisateur chinois. Quel a été le rôle de la France? Quel était ton rôle dans ce film? Alors, ce projet-là est un peu particulier par rapport aux autres projets que j'ai fait avec Wang Xiaoshuai. C'était un projet qu'il avait depuis longtemps, et qu'il avait depuis tellement longtemps qu'en fait, il s'était dit qu'il ne voulait plus le faire.
Et donc c'est moi qui l'ai poussé en lui disant que je pensais qu'il y avait vraiment une histoire à raconter, c'est une histoire autobiographique sur la révolution culturelle, et qu'il fallait faire le film, sans quoi il n'était pas convaincu. Donc j'ai commencé par aller à Locarno, à Open Doors, pour défendre le projet. On a eu le premier prix, qui était 50 000 francs suisses. Ça lui a déjà donné une idée que peut-être que ça valait la peine de faire le film. On est ensuite allé à Busan, ce qui s'appelait à l'époque le PPP, le marché des projets. Là aussi, on a eu le premier prix, c'était 20 000 $. On s'est dit que c'était pas mal. On allait à 2 endroits. À chaque fois, lui refusait de faire les rendez-vous. C'est moi qui faisais les rendez-vous seul pendant qu'il était au café du coin à profiter et de Locarno et de Busan. Et donc, il a trouvé que c'était finalement pas mal d'avoir une productrice qui fasse les rendez-vous, qui trouve l'argent. Et puis donc on a continué, on a avancé sur le scénario, on a eu le Fonds Sud, on a trouvé une coproductrice. Et puis en fait, en même temps que je faisais ça, je travaillais sur le film de Loyer qui tournait en France, Love and Bruises. Et par hasard et par chance, en fait, l'accord de coproduction était en négociation depuis des années. Ça avait été évoqué juste avant mon départ pour la première fois avec Unifrance. On avait commencé à évoquer avec les autorités chinoises un accord de coproduction. Et le bureau du cinéma à l'époque nous avait demandé quel était l'intérêt de faire un accord de coproduction. Ils n'en avaient pas. Ils en avaient un avec le Canada, mais qui n'était pas actif, en fait. Puis Marc Piton est arrivé à l'ambassade et a commencé à essayer de les convaincre qu'un accord de coproduction serait formidable. Et puis Marc est parti, un autre attaché audiovisuel est arrivé, et puis un troisième, et puis un quatrième. L'accord de coproduction n'était toujours pas signé, mais Olivier Delpois finit par le signer au bout de... On en était à 6 ans ou 7 ans de négociation. Et cet accord a été signé au moment où nous, on était dans le financement en fait, de 11 Fleurs. Donc, on ne pouvait pas rêver mieux, c'est-à-dire qu'on est allé voir Arte, et autant Arte, il est vrai, s'impliquer sur des films sans l'accord de coproduction. Avec l'accord de coproduction, c'était plus simple pour eux. Mais pour comprendre aussi la difficulté avec les autorités chinoises de négocier cet accord de coproduction, c'est que la Chine est beaucoup plus ouverte quelque part, qui n'est pas un élément forcément positif, je dirais, sur cette ouverture-là, qui est toujours, qu'ils n'ont pas besoin d'accord de coproduction pour faire des coproductions. Que la Chine ouvre son marché à tout pays, tout producteur, qui mettra dans son film des éléments chinois. À partir du moment où l'histoire est chinoise, à partir du moment où un tiers du casting est chinois, le bureau du cinéma accepte de donner la nationalité chinoise à un film et d'offrir le marché chinois en échange de cette diffusion de la culture chinoise ou de l'histoire chinoise à l'international. Donc, d'où la difficulté de cette négociation d'accord de coproduction, parce que du point de vue du CNC, du point de vue de la France, il y a des obligations, notamment financières. Il faut qu'il y ait une réciprocité et qu'elle ne soit pas juste d'aider la promotion d'un pays en échange d'un accès meilleur au marché. Donc on a eu Arte, on a fait le film, on s'est retrouvé à être la première coproduction officielle. Et ce que ça a changé pour nous, en dehors en plus d'avoir Arte, c'était qu'effectivement le film est chinois, c'est une histoire chinoise. Mais la qualité du film, je dirais, elle a ce petit plus, je ne sais quoi, cette French touch, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'à partir du montage, tous les techniciens qui sont intervenus étaient français. Ça a été compliqué parce que les techniciens français ne travaillent pas comme les techniciens chinois. Ce que je disais, c'est que les réalisateurs sont généralement leurs propres monteurs. Et donc, la collaboration avec sa monteuse française a été par moments houleuse au début. Wansi Hao me prévenant très rapidement qu'il tiendrait 3 semaines, mais qu'au bout de 3 semaines, il allait la renvoyer à Paris. Et elle-même, la monteuse, Nelly Cotier, grande monteuse, me disant que si ça continuait comme ça, elle allait prendre l'avion, elle allait repartir. Parce qu'on ne lui avait jamais parlé comme ça et qu'elle n'était pas là pour toucher les boutons, juste. Mais au fur et à mesure, Wansi Hao s'est rendu compte qu'il était possible de déléguer et que les techniciens français avaient cette particularité, c'était d'estimer que le film était à eux aussi. Ils ne faisaient pas un film de Wansi Hao, ils faisaient 11 Fleurs et 11 Fleurs était à eux aussi et qui voulaient participer au développement créatif de ce film. Ils voulaient proposer des idées, ils voulaient qu'on leur donne un cadre général de ce que le réalisateur souhaitait et que eux allaient participer
alors que Wang Xiaoshui avait l'habitude, enfin pas que lui, je pense que beaucoup de réalisateurs chinois ont l'habitude de dire précisément ce qu'il faut faire, pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'il faut faire. Et je dois avouer que ce qui a tout débloqué, c'est un dîner avec Loyer, qui lui-même était en post-production donc de Love and Bruises. Et les deux discutaient de la difficulté de travailler avec des techniciens français. Et Loyer lui a dit mais en fait, en France, c'est génial, tu peux ne pas savoir. Tu peux dire, j'aimerais bien avoir ça. Et puis, eux, ils vont te proposer des choses. Et Xiaoshui dit, mais si moi, j'ai pas d'idée sur... c'est pas grave, tu les écoutes et tout. Et après, tu fais le tri et tu choisis. Et là aussi, c'était suite à une crise là, avec le monteur son. On a une nouvelle crise. Et ça a totalement décoincé la chose de voir qu'il était possible de travailler différemment. Et quand il a vu à la première projection publique sur grand écran à Toronto du film, Xiaoshui m'a dit que c'était incroyable d'avoir cette qualité d'image, d'avoir cette qualité de son, qu'il avait l'impression d'être revenu à l'époque où il était petit enfant, à l'époque où l'histoire s'était déroulée. Et que effectivement, on sentait que quelque chose s'était passé avec cette intervention française sur le film. Alors justement, la qualité de nos techniciens, c'est un peu notre savoir-faire, c'est une des cordes à notre arc. Qu'est-ce que la France a, ou du moins plutôt, qu'est-ce que la Chine peut chercher en nous? Je vous pose cette question, Franck Priault. Qu'est-ce que la Chine donc peut chercher en nous? Est-ce que c'est justement les décors, les paysages? Est-ce que ce sont aussi les techniciens? C'est beaucoup de choses à la fois, parce qu'il faut vraiment prendre en compte un facteur qui est concomitant à ce dont on vient de parler, le développement des coproductions depuis notamment le traité de 2010, c'est d'une manière générale la croissance économique du cinéma chinois et de la télévision. Et c'est comme ça que nous, Film France, on est arrivé dans le jeu. On n'est pas du tout arrivé par les coproductions, on est arrivé par le contraire, par le développement d'une industrie et d'un business du cinéma chinois. Film France, donc mon métier, moi, ça consiste à faire la promotion des activités de tournage et de post-production en France auprès des cinématographies étrangères notamment. On fait rentrer de l'argent, hein, c'est très clair. On est là pour faire rentrer de l'argent, générer de l'emploi. Et cette mission nous est donnée par le CNC qui nous finance à 80%. Et donc on fait ça dans l'intérêt collectif. Et vers 2010, on s'est soudain rendu compte qu'on avait des demandes de production commerciale chinoise. Soudain, Zhang Yibai venait tourner un film dont le titre anglais Eternal Moment à Bordeaux. Donc il fallait qu'on lui fasse rencontrer des productions françaises capables de gérer ça. Et puis Wang Jing venait tourner Paris Baby à Montmartre. Il fallait qu'on lui explique les possibilités de coproduction. Et Runan Télé voulait tourner dans toute la France une série qui s'appelait Rêve derrière des rideaux de cristal. On a dû les aider à obtenir des visas parce que c'était un casse-tête. Bref, on s'est dit, il y a quelque chose. Et on a commencé à faire des opérations de promotion réagissant à cette croissance de 30% par an, par exemple, pour l'industrie du cinéma. 30% de croissance par an, c'est quand même énorme. On a commencé à faire, à partir de 2011, des opérations de promotion à Berlin, et on a embauché une salariée chinoise, ce qui n'est pas rien. On est une structure de 7 personnes. Donc embaucher quelqu'un de chinois, c'est 14% de notre effectif, hein, de fait. Donc on a réagi de manière volontariste parce qu'on a vu arriver quelque chose qui est un raz-de-marée qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du cinéma. C'est une cinématographie qui croît de manière constante en chiffre d'affaires, par exemple, pour prendre l'indicateur qui serait celui du box-office dans les salles de cinéma, qui n'est qu'un des indicateurs de croissance d'une industrie du cinéma, de 30% par an. Et ils sont partis de loin, parce qu'effectivement, Sylvain parlait des salles en désuétude des années 2000. Maintenant, où est-ce qu'on en est? On en est à une industrie du cinéma chinoise qui a 5 milliards de dollars de box-office. La plupart des pays européens étant entre 1 et 2 milliards de box-office. Le Japon à 3. Le marché dominant au monde étant celui d'Amérique du Nord à 10. Au taux de croissance actuel de l'industrie du cinéma chinois, on va arriver à ce que le box-office chinois sera le plus important au monde dès 2017 ou 2018, pour continuer à croître. Et pour continuer à croître jusqu'à quand? On ne sait pas, ils sont 4 fois plus nombreux
que les États-Unis et ils sont sous-équipés en salles. Donc c'est peut-être qu'on aura ailleurs moins de salles dans l'ouest du pays, mais le potentiel de croissance est énorme de ce côté-là, sans même parler du potentiel de tout ce qui est développement des autres moyens de consommer des films, qui sont tout aussi, qu'il y en a qui ne sont pas plus développés, qui ont été aussi historiquement moins développés en Chine, que ce sont les plateformes de vidéos par abonnement, de VOD, de SVOD, enfin, tout ce qu'on a, nous, qui nous semble évident d'avoir après les arrivées des télé à péage en analogique puis en digital, tout cela, c'est en train de se bâtir. Donc on est face à l'avènement d'une industrie de l'audiovisuel qui va devenir très vite la plus énorme au monde. Donc nous, on a fait le réflexe. On a eu le réflexe, puisqu'on est là pour vendre tout à la fois, et je vais répondre à votre question, Damien, les paysages, les techniciens, les prestataires, les sociétés de production, que vu l'arrivée du gorille dans la cage, il fallait qu'on se positionne. Donc voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de choses qui intéressent en France, qui intéressent la Chine. Il y a effectivement, d'une part, nos paysages. Il y a un mythe France. Il y a une espèce de valeur imaginaire ajoutée à la France qui tient aussi à la force de son positionnement politique. C'est un pays qui, d'ailleurs, en Chine, depuis longtemps, finalement, a affirmé sa présence. Et si Francine 50 était aussi important comme événement, c'est que c'était le cinquantenaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et quand De Gaulle prend l'avion en 64 pour aller là-bas, c'est un événement qui est majeur. Donc en fait, maintenant on dirait la marque France, mais le mythe France ou l'aura de la France est extrêmement puissante. Et évidemment, les Chinois étant friands de comédies romantiques, c'est sûr que Paris ou des jolis paysages français, un champ de lavande, c'est quand même, comme on les voit dans les téléséries de Ronan Télé, c'est quand même très vendeur. Mais au-delà de ça, l'industrie chinoise, avec ce taux de développement de 30% par an, manque de savoir-faire, il manque de prestations, il manque de réalisateurs, il manque de grands techniciens, il manque de tout, parce qu'ils ne sont pas équipés pour 30% de croissance par an. On n'a jamais vu un État qui est ça. Enfin, on n'a jamais eu. Donc ils ont besoin de plein de savoir-faire, ce qui les amène à venir parfois. On a vu arriver une équipe qui faisait la post-production et la spatialisation d'un film de Tsui Hark, qui pour Détective D, qui venait voir, écoutez, on n'y arrive plus, on a 800 plans à faire, est-ce qu'il n'y a pas un prestataire français qu'on pourrait se payer, parce que quand même l'euro est une monnaie forte. Et on a aussi vu, et ça fait écho à ce que disait Isabelle, un réalisateur plutôt auteur chinois, mais cependant commercial comme Teng Watao, qui vient nous voir en disant « Moi, je voudrais le son qu'il y a dans les films français. Je tourne une histoire au Népal et en Chine, ça n'a aucun rapport avec la France, mais je voudrais cette couleur sonore. » Et il a fini par embaucher Jean Humansky, qui était l'ingénieur du son de Amélie. Donc, tous les intéressent chez nous. C'est-à-dire les paysages, ce mythe français, notre savoir-faire, notre argent, pas tellement, parce qu'ils en ont quand même énorme, ils en ont beaucoup. Alors je suis tout prêt à croire que certains producteurs, réalisateurs indépendants chinois, pour eux c'est important, mais fondamentalement c'est quand même le seul pays où quand ils viennent nous voir, on comprend qu'ils seraient contents d'avoir un coproducteur français, mais c'est presque une question de... Bon, ça ferait classe d'avoir un coproducteur français, mais trouver vraiment 20% ou 30% du budget en France, si c'est du cinéma commercial chinois, le marché est assez gros pour pouvoir financer les films. Donc beaucoup de choses les intéressent, mais, et pour terminer, pardon d'être long Damien, je crois que ce qui dans le fond est notre arme face à la pression d'Hollywood, qui ne veut surtout pas rater ce gâteau, et je pense que la pression commerciale est peut-être déjà presque plus grande que la pression des quotas pour faire rentrer des contenus français là-bas. La seule chose qu'on a à vendre, parce qu'on n'a pas la puissance économique, on n'a pas les films des studios, on n'a pas Transformers qui fait plus d'argent en Chine que dans son propre marché pour exciter les exploitants chinois. La seule chose dans le fond qu'on a, c'est une conception du cinéma. C'est qu'est-ce qui relie l'avenue de Gaulle en 64
nos beaux paysages, la qualité de Jean Humansky quand il fait un film, un drame intimiste chinois, et nos systèmes de soutien comme Cinéma du Monde, bah, c'est notre conception du cinéma où effectivement c'est une forme d'art collective. Les techniciens se sentent impliqués, tout le monde se sent impliqué. Il y a un outil fabuleux comme le CNC qui a à cœur de défendre et de protéger cette industrie, le Festival de Cannes qui les fait rêver. Donc finalement, notre seule arme, seule réponse, c'est notre conception du cinéma. La manière, c'est presque une idéologie en fait, la manière dont on considère que oui, un film, c'est une œuvre d'art. Et c'est la seule chose dans le fond qu'on peut opposer à Hollywood, puisqu'on n'a pas la puissance de feu. Donc pour finir enfin de répondre à votre question, Damien, oui, c'est tout ça, c'est les techniciens, les producteurs, les prestataires, les savoir-faire, à la fois des producteurs que le savoir-faire technique, mais c'est aussi notre manière de penser le cinéma. Et c'est ça, à long terme. Encore faut-il qu'ils puissent comprendre qu'il y a une alternative à leur manière ou à celle d'Hollywood de penser le cinéma, mais c'est ça notre arme. Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable. C'est comment on peut tenir cette position, cette force, quand aujourd'hui en Chine, on a un public très jeune, c'est-à-dire qu'il y a 70% du public qui aura entre 18 et 25 ans. On a des salles qui veulent exploiter, qui veulent gagner de l'argent, donc ils vont mettre parfois 3 salles avec The Expendables 3, Transformers 4, tout ce que vous voulez. Quand on a aussi des films d'auteurs qui sont marginalisés quand même, puisqu'on n'a pas vraiment de réseau de distribution. Et dans un sens aussi, Pierre-Emmanuel de Serres voulait en parler, quand on a des quotas aussi qui nous limitent dans la capacité d'exportation des films, et sans parler encore de la censure. Donc, avec le tableau que je viens de dresser, comment on peut tenir cette position? Et c'est une question qui s'adresse à toute l'Assemblée. Bah, moi, je vais répondre du coup très rapidement. Nous, notre métier, c'est de faire rentrer de l'argent en France. Hein, et pour nous, d'une certaine manière, on bénéficie du bon côté de ce développement économique, c'est-à-dire que en 2014, les dépenses directes des productions chinoises en France doivent être de l'ordre de 10 millions d'euros, ce qui fait déjà le 3e pays étranger en termes d'apport financier net. La France est dotée, grâce au soutien du CNC et à l'instigation de Film France, d'un outil qui s'appelle le crédit d'impôt international, qui en gros est un incitatif financiers à venir dépenser de l'argent en France. On a eu 73 dossiers depuis 2009 qui se sont concrétisés, dont déjà 4 chinois, ce qui fait déjà 7% des dossiers, ce qui est pas rien du tout. Donc il y a je veux dire que d'un point de vue positif, la situation que vous décrivez, elle est positive en termes purement industriels. Il faut se positionner sur ce marché en croissance. Mais c'est vrai, alors là je vais laisser mes camarades répondre, que faire rentrer du cinéma qui ne soit pas orienté pour un public dont la moyenne d'âge doit être de 21 ans et qui ne soit pas des comédies romantiques ou des trucs où tout explose, c'est pas simple. Moi je voudrais revenir sur une polémique qu'il y a eu en Chine. Il y a quelques années, sort Panda en Chine. Panda est un énorme succès. C'est Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. C'est un énorme succès. Ça fait la une du quotidien du peuple. Quelle est la question qui se pose? Pourquoi les Américains d'Hollywood, eux, sont capables de faire un dessin animé sur Bouddha, alors que nous, on n'en est pas capables? Et il y a une polémique qui va durer tout un temps jusqu'à, bien sûr, s'éteindre comme toutes les polémiques, mais qui révèle quelque chose. Le problème auquel on est face, la description de Franck sur la progression du cinéma chinois est tout à fait réelle. Avec ce handicap, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est prise dans ses propres contradictions. Qu'un cinéma, comme ce que dit, c'est une question idéologique quand Franck dit ça, il y a une vérité là-dessus. Cette vérité, elle est axée en France du passage du film d'auteur qui reste au film d'auteur ou du film d'auteur qui va devenir le film commercial. On a une chaîne qui a une cohérence. Et on se bat avec le CNC et contre le marché, avec le marché, pour qu'il y ait toujours cette cohésion qui fait la force de notre cinéma, c'est-à-dire le rapport entre le cinéma d'auteur et le cinéma commercial. Tant qu'il n'y aura pas cette notion tant qu'en Chine, il n'y aura pas ce développement d'un cinéma d'auteur, je ne parle même pas de la censure, mais d'un cinéma d'auteur, c'est-à-dire d'un cinéma à plusieurs étages, ils auront un problème sur la création de leur industrie.
Le cinéma américain, Hollywood, aujourd'hui est réalimenté par les séries, où c'est Hollywood qui alimente les séries qui alimentent Hollywood. Aujourd'hui, l'absence de diversité dans le cinéma chinois obère pour le moment leur développement. Mais comme c'est un très très grand pays, comme il a toute une histoire, on peut penser que les conditions, la fabrication vont changer. Et à partir de ce moment-là, il y aura une pérennité et un développement du cinéma chinois. Mais pour l'instant, le cinéma chinois est un colosse au pied d'argile parce qu'il n'est capable que de produire un cinéma très populaire et pas de grande qualité parce que le cinéma d'auteur est obéré par son public, qui n'existe pas où il n'y a pas les moyens de diffusion, et obéré par la censure. Donc là, c'est un véritable problème, mais c'est un problème que nous, on ne peut pas résoudre ici. Oui, alors la question sur comment conserver la position de la France. Quels sont les intérêts, en gros, de la France? On les a plus ou moins résumés. Il y a l'intérêt de la coproduction. Il faut un cadre officiel pour coproduire, parce que c'est un moyen d'accéder au marché chinois, mais c'est aussi un moyen, et on insiste beaucoup là-dessus en France, de renforcer les échanges artistiques. La conception française de la coproduction, ce n'est pas des échanges ou des flux financiers, ce sont des échanges artistiques. Donc il y a une histoire chinoise, mais il y a des techniciens français, il y a une part de dépenses en France et une part de réalisation technique et artistique, une part de contribution technique et artistique française. C'est à travers ces échanges qu'on crée la relation de demain. Il faut des moyens. C'est le crédit d'impôt international pour attirer les films chinois en France ou qui veulent des prestataires français. C'est l'aide au cinéma du monde pour aider les auteurs chinois. Et puis on a un autre intérêt, évidemment, c'est l'exportation de nos films. Pour l'instant, on est limité. On est à 6-8 films par an sur un marché qui est en pleine explosion. Ce qu'on se dit quand même, c'est que, et je pense que c'est assez perceptible dans les propos qui ont été tenus, c'est que le marché est en train de croître de manière complètement exponentielle. C'est 12 écrans par jour de construits, plus 30% de chiffre d'affaires cette année, plus 25% l'année dernière. Certes, la consommation de films chinois est portée par les films américains, mais surtout par les films chinois, puisqu'ils arrivent à avoir une part de marché supérieure à 50%. Cela dit, à force de construire des salles, il va falloir les remplir. Or, aujourd'hui, la Chine peut être proche d'une crise de croissance en la matière. On est sur un taux de fréquentation des salles de proche de 15% de mémoire. Si on veut que ce soit viable à moyen terme, il faut que le public s'élargisse. Le public des 18-28 ans en Chine n'est pas suffisant pour que ces salles pour que le marché de l'exploitation en Chine soit viable. Et c'est quelque chose sur lequel nous discutons, c'est un peu après la coproduction. Quel est le sens de la relation franco-chinoise? C'est ce que développe notamment beaucoup Unifrance à travers les rencontres professionnelles qu'elle organise à Pékin. Il faut que les professionnels français et chinois se parlent sur comment on fait vivre un film en salle en Chine, ou d'ailleurs en VOD. Et c'est toutes les relations notamment qu'on essaie de créer entre les exploitants français et les exploitants chinois pour leur vendre notre modèle qui a permis quand même à la France d'être le pays le plus cinéphile au monde, le plus consommateur de films et le plus consommateur de films variés, c'est-à-dire de films nationaux, de films commerciaux, de films commerciaux américains et de films étrangers. Et pour ça, il faut créer un public. Donc c'est peut-être un peu le nouveau challenge de la relation, le nouveau défi de la relation franco-chinoise, c'est tout ce dialogue entre les exploitants français ou les professionnels français et les professionnels chinois pour que la Chine puisse quelque part créer le public de demain pour viabiliser ces salles qui se construisent à un rythme effréné, pour créer un public qui aime les films de la diversité, et on sent d'ailleurs au niveau local qu'il y a ce besoin-là. Et nous avons d'ailleurs proposé à Pékin des formations communes franco-chinoises sur la production, sur la distribution, sur l'exploitation. Et nous espérons aussi, fortement au CNC, à Unifrance, à Film France et ailleurs, que les professionnels français vont s'investir en Chine. On le voit déjà, les distributeurs français vont en Chine, ils établissent des partenariats avec les distributeurs chinois. C'est à travers ces liens-là que l'on pourra créer un public en Chine et des positions renforcées pour la France. Tu veux peut-être compléter d'ailleurs, Isabelle, parce que tu as organisé les dernières rencontres franco-chinoises. En fait, compléter juste par une chose, c'est que nous, on parle de cinéma à réessai, on parle de cinéma commercial. Eux, ils parlent de cinéma artistique et de cinéma commercial. Mais le cinéma artistique, dans le sens qu'ils y mettent,
est très différent. Pour nous, le cinéma artistique, c'est une valeur de jugement artistique sur le film. En Chine, un film artistique, c'est un film à petit budget qui n'a pas de box-office et que personne ne va voir. Donc en fait, c'est une valeur économique pour eux. Et donc c'est négatif. D'où le fait qu'il n'y a pas de réseau de salles art et essai ou de salles artistiques, parce que ce serait faire un réseau pour des films qui ne marchent pas et que personne ne veut voir. Donc il y a effectivement là, autant sur la production, on a réussi effectivement, je pense, à promouvoir un modèle différent, mais là ça va aussi avec une éducation et de défendre un cinéma différent. Il y a des tentatives, voilà, à Shanghai, il y a un petit réseau qui se met en place de 10 écrans qui passent 2 fois par jour des films différents, mais le problème sur le développement d'un réseau de salles à essai, c'est qu'il faut avoir des films et il n'est pas possible d'avoir que des films chinois d'art et essai. C'est-à-dire que pour que Jia Zhangke, pour que Loye, pour que Wang Xiaoshuai aient des spectateurs dans les salles chinoises d'art et essai, il faut aussi qu'il y ait les frères Dardenne, qu'il y ait Almodovar, qu'il y ait Ken Loach à côté, qui soient sur les écrans. Or, quand dans un pays, vous avez la possibilité de n'importer que 70 films étrangers et que vous avez un monopole de distribution de ces films-là, c'est-à-dire qu'il y a 2 structures, China Film et Huaxia, c'est les seuls qui ont ces 70 tickets. Et pour eux, chaque ticket est l'occasion, ils savent que c'est grâce à ces tickets-là qu'ils vont pouvoir faire rentrer de l'argent qui va leur permettre en même temps de financer des films chinois ou d'être coproducteurs de grandes productions internationales, tel que Le Dernier des Loups, qui est un film d'initiative chinoise, produit par China Film, où ils ont invité Jean-Jacques Hano à participer au projet. Mais ils peuvent faire Le Dernier des Loups parce que Transformer 4 fait les cartons que ça fait, parce qu'il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de China Film. Mais pour ça, et étant donné qu'ils n'ont que 70 tickets, ils ne veulent pas avoir un film à réessayer où ils ne savent pas du tout s'il y aura un peu de monde ou pas. Et c'est aussi le problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'il y ait un cinéma différent étranger qui accède aux écrans chinois pour pouvoir faire qu'il y ait une distribution différente et que les coproductions qu'on est le plus à même de faire, nous, Européens, nous, Français, qui ne va pas être les grands films d'action en 3D avec des grandes stars internationales, qui vont avoir besoin de salles différentes pour que nos films existent en exploitation en Chine. Il faut aussi qu'il y ait plus de films étrangers qui puissent accéder à ces écrans. C'est un grand problème qui veut dire une volonté politique qui semble aller dans notre direction depuis nos rencontres professionnelles de décembre 2013 où on est allé défendre un peu un système différent d'exploitation, mais on n'est pas arrivé encore à une volonté politique chinoise qui permette la création d'un grand réseau national et avec la possibilité d'importer des films sur un nombre de copies différentes. Oui, Pierre Maniel. Juste pour rajouter, donc, si on veut maintenir notre position, il y a les coproductions, il y a l'exportation, il y a quelque part à échanger sur nos modèles et à vendre notre modèle, mais c'est ce que fait le CNC depuis des années. Le CNC a écrit des lois du cinéma pour plusieurs pays dans le monde. Et on nous demande de le faire parce qu'il y a cette tradition, il y a ces plus de 60 ans d'histoire de politique publique de soutien au film, et puis le succès qui est quand même que le cinéma français a réussi à se maintenir à un niveau exceptionnel malgré la domination du cinéma américain, notamment sur le plan commercial. Donc on nous demande de vendre notre modèle et de l'exporter. Ça, c'est un moyen important pour nous de maintenir des positions françaises. Je voudrais quand même juste dire qu'à travers la coproduction officielle, ça on peut remercier les autorités chinoises, on arrive aussi à avoir des conditions plus favorables de diffusion pour nos films. Un film coproduit entre la France et la Chine bénéficiera du soutien des autorités pour qu'il reste plus longtemps sur les écrans. Vous savez que c'est quand même un Far West, le marché de l'exploitation en Chine. Un film tient 24 heures, 48 heures. Il n'y a pas de chronologie des médias avec une fenêtre qui protège l'exploitation. Donc le risque de piratage ou la diffusion en ligne fait qu'un film, s'il ne fait pas très vite des rentrées en salle, au bout de 24, 48 heures, voire une semaine, est sorti.
Il n'y a pas vraiment de politique de bouche à oreille ou de formation d'un public sur plusieurs semaines. Or, on s'aperçoit que sur des coproductions franco-chinoises, notamment avec l'appui des distributeurs et des autorités, on arrive à maintenir des films un peu plus longtemps. Et ça, je pense que c'est un point utile à mentionner. Très bien, eh bien, on va regarder encore une bande-annonce d'une des coproductions, qui est Le Promeneur d'oiseaux de Philippe Muhl. Oui, alors Philippe Muhl et son chef-opérateur Sun Ming seront là cet après-midi pour la 3e table ronde. Le Promeneur d'oiseaux a fait près de 130 000 entrées en France. Et curieusement, il a été choisi pour représenter, comme l'avait dit Marc Piton, pour représenter la Chine aux Oscars. Qu'est-ce que ça vous fait et quelle réaction vous avez de voir qu'un film, une coproduction, est choisi par un pays comme la Chine pour représenter aux Oscars? D'abord, je dirais que c'est un film d'initiative chinoise, c'est-à-dire c'est un réalisateur français qui, accompagné de producteurs chinois, est parti dans ce projet. Donc, c'est une coproduction, et je crois que c'est aussi pour ça qu'il a été choisi, c'est un film chinois. C'est encore une fois la particularité française d'arriver à faire un film qui soit tellement chinois qu'il peut aller représenter la Chine aux Oscars. Ça a surpris parce qu'on pensait effectivement que la nationalité du réalisateur jouerait. Je pense que c'est à l'image de ce que souhaite la Chine dans ses coproductions, c'est-à-dire que les films soient d'abord chinois, avec des partenaires étrangers éventuellement dedans, quelle que soit leur place. Mais je dirais qu'il peut être aussi un petit peu la limite de la coproduction franco-chinoise. Le premier film, comme on a vu, 11 fleurs, est un film chinois réalisé par un Chinois. Le deuxième film est Le Promeneur d'oiseaux, un film chinois réalisé par un Français. La troisième coproduction est un dessin animé, Les 108 dieux démons, dessin animé chinois réalisé par un Français. Le quatrième est un film chinois, Le Dernier des loups, réalisé par un Français, Jean-Jacques Hano. Et que dans nos coproductions, on fait essentiellement des films chinois. Et que lors de nos rencontres professionnelles justement de décembre, on a demandé aux autorités est-ce qu'il serait possible de faire une coproduction qui se passerait en France pour changer avec des Français. Et il nous a été répondu que ça pouvait être en partie en France, mais qu'il fallait qu'il y ait une partie de l'histoire chinoise et donc un tiers du casting chinois. Donc on va continuer à faire des films chinois. Mais ça tombe bien parce qu'il y a plein d'histoires à raconter et il y a des choses formidables là-bas. Voilà. Alors, quelque part, on exporte nos talents français, d'une certaine manière? Je pense qu'il est très important, c'est qu'on exporte, ce que disait Franck, une certaine vision du cinéma, parce que la particularité de la Chine, pour les raisons que j'ai expliquées, qui est qu'ils n'ont pas besoin d'un accord de coproduction pour faire de la coproduction, ceux qui se présentent comme les plus grands coproducteurs au monde là-bas sont les Américains, qui sont a priori ceux qui sont les moins adaptés à faire de la coproduction, qui ne savent pas faire de la coproduction. Et donc, avec ce rêve de Hollywood, avec ce rêve des grandes stars américaines, la Chine avait tendance à penser que la coproduction, c'était ce qu'on leur proposait. C'était Expandable 3, c'était Transformer 4, qu'ils ont finalement tourné à Hong Kong parce que les autorités chinoises se sont rendues compte que le désir d'accès au marché chinois était finalement un peu trop fort de la part des Américains. Et ils ont du coup augmenté dans leur demande de contenu chinois. Et comme ça va avec la censure, les studios américains autant veulent accéder au marché chinois, autant ils savent très bien que s'ils font des films que chinois, ils vont perdre une partie du marché international. Et donc l'idée est d'essayer pour eux de trouver une balance entre avoir le marché américain, mais ne pas perdre le marché international aussi. Et là, c'est vrai qu'on a, nous, une carte à jouer, parce qu'on a une vraie connaissance de la coproduction, un vrai respect de l'autre pays, et une coproduction artistique qui permet à des films tels que Le Promeneur d'oiseaux d'être chinois et en même temps d'être tellement français, de par sa qualité, de par la façon, par sa narration. Après, il va nous falloir des salles, quoi, parce que à défendre des productions comme ça, Le Promeneur d'oiseaux, la sortie en Chine a été difficile. Ça a été difficile d'avoir des écrans, ça a été difficile de rester sur les écrans.
il a fallu que les autorités chinoises interviennent, soutiennent le film. Elles l'ont soutenu, pas juste parce que c'était une coproduction, mais elles l'ont soutenu parce que le film représentait la Chine aux Oscars et qu'il y allait aussi de l'honneur du pays sur ce film-là. Et ce n'est pas toutes les coproductions qui ont ce soutien-là. Nous, pour Onze Fleurs, on est resté 3 jours sur les écrans chinois. Et quand vous faites un film d'art et essai, que vos spectateurs aient une envie urgente d'aller voir vos films et sur les 3 premiers jours de l'exploitation se ruent dans les salles, c'est beaucoup plus difficile que pour Transformers 4, quoi. Donc il va falloir effectivement qu'il y ait aussi une autre exploitation qui existe pour que nos coproductions puissent exister, parce que le marché chinois, par rapport à la présentation que faisait Sylvain au début des années 2000 sur la difficulté de distribuer et de faire exister les films sur les salles, le problème il est toujours le même sur ces films-là. On a plus d'écrans, on est passé de 2000 écrans à 24 000 écrans, mais c'est des écrans 3D IMAX qui passent des films qui, pour comparer en import de films français, c'est-à-dire là pas des coproductions, mais sur nos productions nationales, pour l'année dernière, on a en langue d'expression française uniquement 2 films qui sont sortis sur les 8 films français qui sont sortis. Parce que même la production française finit par être une production en langue anglaise de films à action. C'est ça, du fait que le public soit jeune et qu'il a entre 18 et 25 ans et qu'il va absolument avoir des lunettes 3D sur le nez et que les exploitants les forcent à avoir aussi ces lunettes 3D sur le nez parce que ça leur permet de vendre des billets plus chers. Ça fait que ça rend difficile la diffusion de notre cinéma, qu'il soit coproduit ou pas coproduit. Et en même temps, en étant factuel, est-ce qu'il ne faut pas s'adapter aussi à ce type de marché, qui sont des marchés très entertainment, où les films sont que des films, des blockbusters? On voit aussi les productions chinoises. Les productions chinoises qui sortent en salle aujourd'hui, ce sont des grosses productions. Est-ce que nous, en tant que Français, on doit aussi peut-être s'adapter à développer des projets spécifiquement dédiés à ce type de marché? Parce qu'après, il y a la Chine, mais il y aura après certainement d'autres pays. Dans un premier temps, je dirais qu'il ne faut surtout pas s'adapter à ce qui est produit, les grands films commerciaux qui sont produits actuellement en Chine, parce que c'est des films qui ne s'exportent pas, c'est des films qui sont que pour le marché national, et nous, Français, je ne pense pas qu'on soit les meilleurs pour faire ces films-là. Quand le meilleur film en 2D de l'histoire du cinéma chinois au box-office, c'est le remake d'un reality show coréen tourné en 1 semaine, je pense que là, notre savoir-faire, il est assez limité. Ce qu'on peut apporter au marché chinois est assez limité. Non, ça, je peux comprendre, mais ce que je veux dire, c'est les films aujourd'hui qui performent vraiment au box-office, et c'est important pour l'économie et pour la viabilité économique après des coproductions, ce sont des films comme Lucie de Luc Besson, ce sont donc des productions d'EuropaCorp. À un moment, on se pose des questions. Et moi, en allant en Chine, ce qu'on me dit souvent, les échos que j'ai, c'est vous, les Français, vous savez faire des films d'auteur, c'est super. Mais par contre, pour faire des films à grand budget, on ne vous voit pas. Donc, il y a un problème de visibilité, un problème de légitimité, c'est-à-dire on ne nous reconnaît pas, nous, en tant que Français, comme étant des bons faiseurs de grands films. Et ça, c'est problématique aussi, parce que ça crée un manque peut-être d'envie aussi de faire des grands films avec nous, de la part des Chinois. Mais Lucie, on n'aurait pas pu le faire en coproduction, parce qu'en Chine, on ne peut pas avoir une arme à la main. Il n'y a pas de triade, il n'y a pas de prostitution. Donc il faut passer la censure. Donc quand vous êtes obligé d'avoir une histoire chinoise, vous êtes obligé d'aller avec les éléments de censure qui vont. Donc un des grands enjeux, ça va être les résultats du film de Jean-Jacques Hano. C'est-à-dire là, on est dans du cinéma commercial avec un des grands réalisateurs qu'on a et qui s'attache à faire un film commercial. Et il y a une attente de la part des Chinois sur le potentiel à l'international. Ce que les Chinois veulent, c'est de faire des grands films commerciaux qui vont pouvoir être diffusés à l'international. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher des réalisateurs français, notamment. Donc je pense que là, on a quelque chose à jouer. Bien évidemment qu'il ne faut pas qu'on fasse que du cinéma d'auteur. Mais je pense qu'il faut que les réalisateurs de films d'auteur fassent des grands films commerciaux tels que le voient. C'est-à-dire que quand on pense que le cinéma d'auteur est un cinéma qui ne fait pas d'entrée, c'est faux. Le cinéma d'auteur fait des entrées chez nous. Il doit pouvoir faire des entrées en Chine.
Oui, mais la coproduction, elle est difficile, elle est compliquée, parce que la façon dont nous voyons la Chine n'est pas la façon dont les Chinois voient la Chine, et la façon dont ils voient la France n'est pas la façon dont nous, on la voit. Donc arriver à trouver, dans un cadre de grande production commerciale, en respectant les règles de la censure, et un film qui puisse être entre la Chine et la France, et qui puisse avoir une réalité française, c'est-à-dire que Le Promeneur d'oiseaux, Philippe en parlera peut-être, il a eu des difficultés à expliquer et défendre la légitimité française sur le marché français du film, et trouver des partenaires français pour le film, en financement. Parce que le problème n'est pas toujours du côté chinois, parfois il est juste du côté français, mais en même temps, nous, on ne va pas changer nos spectateurs, et nos spectateurs, ils n'ont pas entre 18 et 25 ans, et ils n'ont pas de lunettes 3D sur le nez, quoi. Donc on peut faire de la coproduction juste pour la Chine, mais après, financièrement, on risque de se retrouver plus dans des coproductions officieuses, parce qu'officiellement, avoir 20 à 30% du budget financé par la France, ça risque d'être plus compliqué. Moi, je voudrais juste, il ne faut pas se tromper. On est un petit pays, on a un capital historique de réalisateurs, de techniciens, de salles d'art et d'essai absolument exceptionnel, qui est lié à notre histoire. Ça, c'est notre capital. Quand EuropaCorp et Luc Besson réussissent avec Lucie ou Taken à prendre un pied aux États-Unis, c'est un extraordinaire succès économique. Mais ce succès économique, il est d'abord individuel, mais il ne correspond pas à ce qu'est l'ADN du cinéma français. Parce que le succès économique vient à ce qu'on s'installe aux États-Unis aussi pour faire ses films. Bravo à Besson, c'est pas du tout contre lui ce que je dis. Mais par contre, quand les studios américains ont tous, dans les années 2000, tu t'en souviens, voulu faire des filiales en Chine. Warner a voulu faire une filiale. Warner possédait la moitié d'un réseau de salles. Ils avaient 51%. Ils envoyaient des gens dans les salles pour compter les entrées. Ils se sont fait virer parce qu'ils n'avaient aucune possibilité. Sony a voulu faire pareil. Et ça, Franck peut en parler. C'est génial et on doit le faire. Mais indépendamment de ça, notre atout, c'est notre connaissance du cinéma. Isabelle a raconté l'histoire des monteurs avec Louis et Wang Chao-Shai. Si on prend Wang Chao, si on prend Voiture de luxe, ça a été remonté par un monteur français. Si on prend la musique, le mixage et le montage son de tous les films de Wang Chao sont faits par un monteur français. C'est-à-dire que notre atout, indépendamment des coproductions que je trouve géniales pour pouvoir pénétrer petit à petit le marché chinois, notre atout, c'est notre qualité de cinéma. Et c'est là, alors peut-être qu'on n'aura pas 25% du part de marché chinois, on ne l'aura pas. Mais si on a 5, si on a 6%, et si qu'en fonction de l'évolution de la Chine, en fonction de ses propres déterminations, de sa propre histoire, il y a un changement, parce que les Chinois sont face à un problème qui est beaucoup plus important que le nôtre. Il y a 24 000 salles, il y en aura 48 000. C'est des commerçants. Il y a bien un moment où il faut fournir les salles. On ne peut pas continuer à mentir. On ne peut pas faire passer des films américains, avoir des tickets américains, et après refoutre un tampon dessus en disant que c'est un film chinois pour garder le nombre de quotas. Qu'est-ce qui se passe? Demandez. Tous les studios américains ont des contrôles à les entrées. Et c'est un mensonge complet. Ils n'arrivent pas à remplir leurs salles avec les films chinois, parce qu'il n'y a pas l'instrument créatif qui permet. Alors bien sûr, il y a des remakes, etc. Et c'est ça, le virus. Le virus, c'est le public, c'est la créativité. Et c'est là-dessus qu'on doit compter, parce que c'est ça aussi qui anime notre cinéma français. Franck, peut-être? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain. En même temps, signaler que d'une certaine manière, on a maintenant 2 groupes français qui pénètrent la Chine en passant, ou qui pénètrent à peu près le monde entier en passant par l'international et pas spécifiquement en visant le marché chinois, ce qui effectivement, je suis d'accord avec Isabelle, on ne va pas faire du wuxia, des films de KPDP chinois, et on ne va pas faire des comédies romantiques chinoises, on n'est pas équipés. Mais non seulement EuropaCorp, à travers Taken, 3 Days to Kill, Lucie, c'est-à-dire des films qui utilisent soit l'agrément classique et les financements encadrés français, soit, comme 3 Days to Kill, le crédit d'impôt international, fait des films qui ont une diffusion mondiale, mais aussi Studio Canal,
à travers des films aussi avec Liam Neeson comme Non-Stop, Unknown ou Paddington, qui est financé par Studio Canal, qui a 200 millions de recettes monde, qui a un énorme succès, qui est numéro 2 box-office américain le week-end dernier, commence à être capable de faire des succès planétaires. Alors, on n'est pas sur des films à 100 millions, on est plus à des films à 30, 40 millions, parce que c'est notre capacité d'investissement et on garde le marché européen comme une espèce de recette sûre sur laquelle on peut s'appuyer. Mais le cinéma français est en train de progresser sur une meilleure part de marché à l'international, faisant des films dont l'ADN originel consiste à être pas spécifiquement destinés aux paramètres du marché français. Et c'est ces films-là aussi qui iront en Chine, dans les 50% de part de marché de films étrangers du cinéma chinois. L'autre chose que je voulais ajouter, c'est que la France est un pays qui vit du tourisme. Je crois que c'est 8 ou 9% de notre PIB. C'est quand même énorme. Et qu'on a un vrai enjeu dans la mesure où on voit bien que, pour les mêmes raisons, le tourisme chinois et les touristes chinois vont bientôt être les plus nombreux au monde. Il suffit de voir ce que ça donne, les touristes chinois déjà en Thaïlande. C'est juste l'invasion. 95% des touristes, un jour donné au Palais du Roi en Thaïlande, sont chinois. Donc il faut se rendre compte de ce que cette vague qui va arriver. Et que donc il y a un véritable enjeu de mettre nos paysages, nos histoires, nos valeurs, le vin, la haute couture. Ça paraît très très prosaïque comme ça, et ça paraît très carte postale. Mais ce qui fait l'identité d'un pays, c'est aussi, certes, il y a la perception du pays à travers les écrans, à travers les images qui circulent, puis il y a la perception d'un pays à travers les témoignages des gens qui le visitent. Et qu'il y a un autre enjeu que je voulais rappeler, qui est de la présence de la France dans l'imaginaire chinois, et qui ne peut passer... Parce qu'on ne peut pas acheter des spots de pub pour se promouvoir sur les écrans chinois. Hein. C'est un univers très contrôlé. Donc ça ne peut passer que par le désir des créateurs chinois de mettre du paysage français ou des personnages français, des acteurs français, des comédiens français dans leurs films. Donc on a un gros enjeu ici aussi. Et on revient toujours à cette espèce qui me frappe d'arrière-plan dans cette relation franco-chinoise unique, pour reprendre le mot de Pierre-Emmanuel, je suis complètement d'accord, c'est qu'on est sur des enjeux économiques globaux en amont du cinéma et de la télé qui sont gigantesques, surtout pour un pays qui vit autant du tourisme et d'une manière générale de l'espèce de valeur imaginaire ajoutée des produits que nous fabriquons. Notre industrie du luxe ou nos Airbus, c'est des produits très très haut de gamme. On a besoin de la force de ce que représente la France, et d'être présent dans les films chinois et dans les séries télé chinoises, c'est important. Oui, Pierre-Emmanuel. Je trouve la discussion passionnante parce que le bureaucrate que je suis cherche toujours une stratégie rationnelle. Donc, quand on me dit quelle est la stratégie du cinéma français en Chine, c'est de trouver 2 objectifs, 3 actions, 4 plans d'action, etc. Ce qui est dit, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Mais c'est normal. La stratégie du cinéma français, c'est d'être boulimique. C'est un cinéma qui aime le cinéma commercial et un cinéma qui aime le cinéma d'auteur. C'est un cinéma qui a tous les publics, les jeunes. Cette année, grâce à l'opération 4 € pour les moins de 14 ans, on a 8 millions de jeunes supplémentaires dans nos salles. Et on a des salles qui vivent parce qu'il y a un public de plus de 60 ans, contrairement à la Chine, qui dynamise la fréquentation en demi-journée. Et s'il y a bien un ADN du cinéma français, c'est celui-ci, c'est la boulimie. Eh bien, appliquons-le à notre stratégie à l'égard de la Chine en matière d'échange artistique et d'export. Je suis assez sensible à ce que tu disais, Isabelle. Peut-être que le créneau en ce moment de la coproduction franco-chinoise, c'est ce cinéma avec une histoire chinoise, un grand réalisateur français qui est un très beau cinéma à dimension commerciale en Chine et ailleurs. Mais on n'en fera pas 3 par an. Donc il faut continuer à aller chercher les auteurs chinois, à leur promettre de s'engueuler avec les monteurs français, mais ça fera des films qui iront dans les festivals et qui iront à l'international. Et puis il faut faire comme Luc Besson, avoir des stratégies dès le départ internationales et qui s'adaptent au marché chinois. Lucie a été distribuée en 3D en Chine. Voilà, donc on a à peu près toute la palette de stratégies. Ça finit par faire 17 millions d'entrées pour les films français ou français en Chine cette année. C'est déjà bien. On est quand même le 3e pays en Chine après la Chine et les États-Unis.
Et pour finir, comment chacun de vous entrevoit l'avenir de la coproduction franco-chinoise? Donc on peut peut-être commencer par Sylvain. Bon, moi, je suis très limité, c'est-à-dire que je n'ai pas la vision ni d'un bureaucrate, ni d'un vendeur, ni d'Unifrance. Mais moi, c'est tout simplement, c'est mon métier. Pour moi, l'avenir, c'est un metteur en scène, un beau sujet que je peux aider à créer et à faire un beau film. Donc pour moi, c'est la rencontre. C'est la rencontre, c'est mon métier, c'est-à-dire un réalisateur chinois avec véritablement son identité visuelle, sa particularité, c'est quelque chose qui apporte, qui fait la richesse du cinéma. Voilà moi comment je vois la coproduction, c'est-à-dire je la vois comme je l'ai toujours vue, c'est amener au public des beaux films. Et si on efface tout du passé, en connaissant maintenant le marché chinois, vous vous lanceriez aujourd'hui? Alors, deux choses. Quand je me suis lancé, et c'était un premier film que j'ai fait à Hong Kong de Fruit Chan il y a une dizaine d'années, j'étais absolument innocent. Et je ne savais pas à quoi je m'attendais. Mais c'était beaucoup plus difficile que je le pense que ça l'est aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a d'énormes difficultés, mais que je me relancerai avec la même envie et la même chose, avec quand même quelque chose qui est là à notre détriment, c'est que c'est beaucoup plus difficile à financer aujourd'hui que ça l'était dans le passé. C'est-à-dire qu'on a, et ça c'est un problème qui est pas uniquement vis-à-vis de la Chine, mais qui est vis-à-vis de toutes les coproductions, que le marché français s'est recentré, qu'on a de plus en plus de mal à refinancer toute coproduction de films qui ne parlent pas français liés à notre structure de système d'aide, et qui fait que ce soit un film allemand, un film chinois, un film tchèque, un film en inuit, nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème, c'est comment les financer. Bien sûr, il y a l'aide du cinéma du monde qui est un truc génial, mais l'aide du cinéma du monde, c'est 10% au maximum d'un budget. Et quand d'un petit budget, en Chine, aujourd'hui, même un film d'auteur, si on veut mettre un monteur, si on a des règles, si on fait une coproduction, c'est un budget qui va faire un petit budget, il va faire entre 1,5 million et 1,8 million. C'est-à-dire que où trouver l'argent? C'est-à-dire que le gros problème aujourd'hui d'un producteur français, et ce n'est pas lié au marché chinois, c'est lié au fait qu'on est moins ouvert d'un point de vue strictement financier à la coproduction, que Arte s'est recentré, c'est lié à sa stratégie, on peut le comprendre, sur les coproductions françaises, les réalisateurs français qui ont fait tout un lobbying. Il y a eu des articles dans Le Monde en m'accusant de prendre l'argent des cinéastes français pour financer des cinéastes, de prendre l'argent d'Arte pour un cinéaste chinois au lieu de financer des cinéastes français. Je veux dire, c'est ça la vérité du marché. Et donc, Arte le fait quand même, mais le fait petitement, et tant mieux, parce que c'est quasiment le seul. Canal+, c'est pas dans les quotas. Canal+ a d'autres objectifs. Il y a une concurrence avec Beansport. Ils ont changé leur panel de choix de films. Ils veulent des films qui sont plus des films de genre, plus ciblés, parce qu'ils doivent satisfaire aussi leur public du football dans une concurrence accrue. Là aussi, ce n'est pas contre le cinéma, mais c'est lié à leur propre stratégie. Nous avons d'autres stratégies, d'autres moyens. Et aujourd'hui, moi, je le ferai volontiers, avec grand plaisir, et comme je le fais, et si j'avais un sujet qui me plaisait, et peut-être que je ferai un prochain film de Wang Chao, comme j'en discutais avec lui hier soir, encore. Mais par contre, le problème, c'est comment les financer. Et là, véritablement, c'est un gros problème pour nous. Oui, Franck? Moi, techniquement, je ne suis pas... la coproduction en tant que telle, ce n'est pas un enjeu. La collaboration, toutes les formes de collaboration possibles, et spécialement s'il y a plus d'argent, s'il y a de l'argent qui rentre en France, donc de l'emploi, ça c'est mon enjeu. Je pense que les collaborations vont augmenter, vont continuer à augmenter à toute vitesse. Parce que ce marché, s'il passe maintenant, s'il aspire tous les réalisateurs hongkongais, taïwanais, des Coréens et des Français, c'est qu'il a désespérément besoin de gens, de plein de choses. Donc je vois un futur toujours compliqué, mais en pleine expansion pour les collaborations franco-chinoises. Après, pour moi, la ligne de front, on sait que les Chinois ont ce besoin de savoir-faire. Après, la ligne de front, elle est en France. C'est-à-dire que pour que
on prenne pied et qu'on prenne des parts de marché d'une manière générale en Chine, il faut que nous, Français, on prenne des avions et qu'on aille à Beijing et qu'on aille rencontrer des gens. Donc je dirais pour moi la ligne de front, et c'est ce que Isabelle fait aussi à Unifrance, c'est mettre des Français dans des avions pour les convaincre d'aller comprendre, d'aller rencontrer et de faire l'apprentissage de ce monde effectivement un peu Far West, très très différent. Mais si on n'y va pas, c'est un pays monde, ils n'ont pas la même tradition du voyage et de se tourner vers l'autre, donc c'est à nous d'y aller. Isabelle ? Moi, je dirais que la Chine a un besoin criant de films français, tout comme la France a besoin de films chinois, qu'on a besoin de se rencontrer, on a besoin de se connaître, que s'il y a plus de coproduction, ça veut dire qu'on s'intéresse à l'autre, qu'on se parle. Donc, il y a besoin de coproduction, il y a vraiment besoin de coproduction. Et que ça permettra à un autre cinéma d'exister en Chine que celui qui existe maintenant. Et que donc, s'il y a plus de coproduction, ça voudra dire que le cinéma va mieux en Chine. Donc j'espère vraiment qu'il y aura plus de coproduction. Et étant productrice, j'espère aussi que je continuerai à faire des films chinois avec la France. Oui, Pierre-Emmanuel, on va vous laisser clôturer les interventions. Non, moi, je terminerai sur une note positive. On a quand même des grands réalisateurs chinois, les grands cinéastes chinois, pour la quasi-totalité, ont eu à un moment une collaboration avec la France. Ça leur a permis d'aller dans les plus grands festivals, ça leur a permis de connaître un public autre que les Chinois, et ça, c'est un capital formidable pour notre culture. Et puis pour ce que porte la France, qui est la diversité culturelle. Donc c'est une note extrêmement positive. Maintenant, on est allé même au-delà avec ces coproductions officielles, avec des pays qui sont quand même distants sur le plan culturel, sur le plan géographique. On arrive à faire vivre un accord de production, coproduction officielle très dynamique. Donc il faut aller au-delà, même si les coproductions sont dures. Il faut aller au-delà et penser maintenant à la diffusion réciproque de nos cinématographies et à créer le public de la cinéphilie de demain. On a des enjeux qui sont identiques, qui est de faire vivre cette cinéphilie et à travers l'exploitation extrêmement dynamique en Chine, à travers le marché de l'Internet aussi, il ne faut pas l'oublier, il faut faire vivre la diffusion de nos films. Donc c'est ce à quoi on s'attache. La présidente du CNC a fait 2 voyages extra-européens cette année, ils étaient en Chine. Donc c'est pour dire à quel point la CNC y accorde une importance capitale. Il y a l'implication de nombreux organismes, Unifrance, Film France, il y a tous ces distributeurs qui vont déjà dans les avions. Voilà, donc vive les avions, vive la coproduction et vive la diffusion. Très bien. Donc cette première table ronde touche à sa fin. Par contre, si vous souhaitez poser des questions, vous le pouvez, il y a des micros qui vont circuler. Donc je vois une main derrière toi, Philippe, qui s'est levé. Voilà, 2 même. Bonjour, Philippe Larenchet du magazine Écran Total. Ouais, dans ce que vous décrivez, moi, ce qui me frappe, c'est le côté pragmatique des Chinois. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ne s'encombrent pas de pensée, d'arrière-pensée, de triple niveau, etc. Voilà. Voilà, ils ont un but, un objectif, et puis ils y vont. Ça me fait penser un peu à Alien, quoi. Et puis nous, en France, on est petits, on fait du bruit, on aboie, c'est un peu Milou, quoi. Donc, Milou contre Alien, je ne sais pas lequel va gagner, mais ça va être saignant. Non, ce que j'aimerais, c'est finalement, lorsqu'on voit que Luc Besson, effectivement, réussit en Chine, bon, Lucie, à part le fait de Luc Besson, il n'y a rien de français dedans, on est d'accord. C'est un blockbuster, ça fait du bruit, des effets spéciaux, ça parle anglais. Enfin, donc, quelle est la marge de manœuvre en termes de créativité, en termes d'identité? On parlait tout à l'heure de cinéma français, de French Touch. Comment est-ce qu'elle est soluble dans le marché chinois, quoi? Alors, moi, je dirais pas que... J'adore ton expression Milou contre l'alien. C'est excellent. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien de français dans Lucie, c'est absolument pas vrai, et c'est nier la réalité du film, et la réalité d'ailleurs pour moi, à mon humble avis, des politiques d'aide du cinéma. C'est-à-dire que Lucie, dont le budget doit être de 40 millions d'euros, la très grande totalité des dépenses sont faites en France, le film est fabriqué par des techniciens français du sol au plafond, par des créateurs français. Il y a en gros Scarlett Johansson qui est étrangère, mais pour le reste, c'est un apport économique
énorme en France, parce qu'il est évident que ces 40 millions, pourquoi EuropaCorp peut les miser? C'est parce que les recettes et les préventes du film permettent de financer un tel film, dont l'aire de financement est internationale. Donc pour moi, oui, Lucie est définitivement un film français, même s'il est parlé en anglais, que l'actrice principale a un passeport suédois et américain, et qu'il est tourné en partie à Taïwan. On peut pas nier à nos créateurs la capacité de faire des films dans une langue qui n'est pas le français. Et vous voyez, à partir du moment où on accepte l'idée que le film de Philippe Muil, Le promeneur d'oiseaux, est aussi un film français, et que c'est aussi un film de Philippe, on ne peut pas dire que Lucie n'est pas un film français. Et par ailleurs, en termes économiques, c'est une extraordinaire bonne nouvelle pour notre industrie de la production française. Oui, autre question peut-être? Oui, bonjour, Thomas Seigne. Une question pour Isabelle Glachant tout à l'heure. Enfin, on est d'accord que la sortie de films étrangers en Chine est soumise à des quotas. Donc, premier bout de la question, c'est le chiffre exact, parce qu'on entend toujours des chiffres entre 20 et 30. Et la deuxième question, c'est que les coproductions officielles, un des avantages, c'est de se soustraire à ces quotas, de ce que je comprends. Vous évoquiez tout à l'heure 70 tickets, 70 films que China Film Group utiliserait avec parcimonie en choisissant les projets qu'ils soutiennent. 70, ce n'est pas les quotas. C'est pour comprendre de quoi on parle. Donc en fait, les quotas pour les films étrangers, c'était à l'origine 20 films en partage de recettes. Ces 20 films étant essentiellement américains, mais il n'y avait aucune règle pour que ces 20 films ne soient que américains. Les États-Unis ont négocié une augmentation de ce quota en partage de recettes, donc avec le plus 14 de films en 3D et IMAX, mais ce plus 14 est limité à des films américains. Donc c'est 20 films étrangers, toutes nationalités, mais quasi exclusivement américaines. Le cinéma français a 1 à 2 films distribués en partage de recettes chaque année, plus 14 films américains, ce qui fait 34. Mais en général, chaque année, le nombre varie entre 60 et 70, le nombre total de films étrangers distribués en Chine. Les autres que les 34 sont des films qui sont distribués ce qu'on appelle au forfait. Donc ce n'est pas les mêmes conditions de partage de recettes avec les ayants droit étrangers. Et c'est ces 70 tickets qui sont les seuls tickets autorisant des films étrangers à être distribués. Autre question? Oui, madame? Bonjour, j'ai une question pour Monsieur Le Serre du CNC. Est-ce qu'un film en chinois et anglais tourné par une Française avec une production chinoise est éligible au cinéma du monde? Non, pardon, vous m'avez un peu perdu. Il manque plus que le ouïghour et un élément kazakh et je serais complètement... Un film dont la langue, qui est en anglais et en chinois, l'histoire est bilingue, tourné par... Le film est en anglais et le réalisateur est... Non, le film est en chinois et en anglais. C'est l'histoire d'un étranger en Chine, tourné par une Française, et avec une production chinoise, est-il éligible au cinéma du monde? S'il y a vraiment l'utilisation de la langue chinoise, oui. Oui, par contre, s'il était exclusivement en anglais, ça ne serait pas possible. Majoritairement en chinois. Donc, après, ça dépend. Vous avez un coproducteur français? C'est possible, oui. Il faut un coproducteur français pour l'aide au cinéma du monde, parce que l'aide, elle est attribuée aux coproducteurs français. Le film, d'ailleurs, peut être en langue anglaise si c'est la langue du réalisateur. Ce n'est pas le cas si ce n'est pas la langue native du réalisateur. Donc, a priori, le film, ça dépend des financements et de la présence d'un coproducteur, peut être éligible à l'aide au cinéma du monde. Ok, merci. La Chine est le 2e pays lauréat de l'aide au cinéma du monde. C'est aussi Oui. Oui, bonjour madame, monsieur. Je suis journaliste chez Chinese Film Market et j'ai 2 questions. D'abord, c'est une question très pratique. Comment vous, les producteurs français, trouvent les contacts ou les partenaires chinois? Est-ce que le CNC ou Unifrance, on travaille au-dessus, on fonctionne un peu au-dessus? La deuxième question, c'est quand vous travaillez dans la coproduction franco-chinoise, le marché chinois est toujours en priorité par rapport au marché français, ou les 2 marchés sont aussi importants pour vous, ou vous êtes encore plus ambitieux
pour un marché encore plus international pour tout le monde. Oui, voilà, merci. Donc alors, j'ai tout de suite quelque chose de très très important. Unifrance fait la promotion des films français finis. Donc en fait, je ne m'occupe pas du tout de la coproduction en dehors des projets que je coproduis. Donc Unifrance ne s'occupe pas de cette partie-là. C'est l'ambassade qui s'occupe éventuellement de l'aide. Moi, je suis un mauvais exemple en coproductrice parce que comme j'habite à Pékin, j'ai pas besoin d'aide pour chercher les coproducteurs chinois. Mais il y a les rencontres qui sont organisées, notamment à Cannes chaque année, avec le Festival du film chinois, qui permet notamment des rencontres entre producteurs français et chinois. C'est généralement dans les marchés, les rencontres internationales. Le Festival de Pékin fait venir des projets. Je vois Carole Scotta qui est au fond de la salle et qui était allée à Pékin pour essayer de rencontrer des partenaires chinois. Revient à l'idée de Franck, il faut prendre un avion et pour les producteurs chinois pour trouver des producteurs français ou pour les producteurs français pour trouver les producteurs chinois. Moi, je vais raconter comment j'ai rencontré mes coproducteurs chinois. Pour le premier film que j'ai fait, c'était un producteur chinois qui présentait le premier film de Wang Chao à Cannes. Donc j'ai rencontré à Cannes. Après, j'ai rencontré des gens à Busan, où il y avait le PPP. Après, souvent au Film Art à Hong Kong et à Berlin. C'est-à-dire que, comme d'habitude, là, la Chine ne sort pas du cadre général. Nous rencontrons nos partenaires dans les grandes manifestations internationales. Il y a les manifestations particulières d'échanges franco-chinois, mais il y a aussi les manifestations générales, c'est-à-dire Cannes, Berlin, et en ce qui concerne l'Asie, Busan et Hong Kong, qui sont les lieux où on rencontre nos partenaires chinois, principalement. Mais juste pour redire, souvent le producteur chinois n'est pas le producteur, donc c'est aussi une difficulté parfois dans la coproduction. C'est que quand votre réalisateur est chinois, ça va souvent être lui le producteur et c'est lui qui va vous aider à trouver des financiers. Sinon, vous avez souvent en fait en face de vous des financiers et il va falloir vous aider à trouver quelqu'un qui va vous aider à produire entre le financier et le réalisateur, éventuellement quelqu'un. Et ce qui est très bien dans le cas de Film France, c'est que vous avez des outils aussi en langue chinoise. Déjà, vous avez une salariée en chinois, enfin une salariée chinoise, donc qui parle le chinois. C'est très bien d'avoir un intermédiaire, je pense, chinois pour parler avec des Chinois. Je crois que ça crée un lien de confiance qui est aussi très important. Vous avez une version du site qui est en chinois. J'ai vu les outils. C'est vraiment très important. C'est juste que si, avec nos amis chinois, on n'est pas capable de répondre à des emails en chinois, de répondre à un appel téléphonique en mandarin, c'est juste on oublie, on passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. Donc pas que des avions, en gros. Comment ? Faut pas que des avions. Oui, il faut. C'est-à-dire que et en gros, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a recruté non pas quelqu'un français parlant chinois, mais quelqu'un qui soit né en Chine, parce que pour comprendre vraiment la mentalité des Chinois. Donc oui, on a une partie de notre site en chinois. On édite un guide présentant tout à la fois les coproductions Cinéma du Monde, le crédit d'impôt international et les décors français en chinois. Et on fait des manifestations en chinois avec des PowerPoint en chinois. Oui, pour nous, c'est une question... Pour nous qui ont une part de notre métier d'être très VRP, pour nous, c'est une question... c'est une question qui s'est pas posée, de savoir si on allait faire des choses en caractère en chinois ou pas. On a aussi d'ailleurs fait quelque chose en caractère traditionnel pour viser le marché taïwanais, ce qui revient d'ailleurs aussi à viser le marché chinois, parce que de plus en plus, les grosses productions taïwanaises, comme celle qui a dépensé plus d'1 million d'euros pour acheter des effets visuels numériques pour Buff, chez Buff l'an dernier, s'ils peuvent se permettre ce niveau de dépenses, c'est que c'est le marché chinois, puisque le film est en coproduction avec la Chine, et qui sera donc distribué en Chine, qui permet de financer cet achat de services à l'étranger. Alors je crois qu'il y a une dernière question dans ce coin-là. Oui, bonjour, c'est le théâtre de production Gao Média. J'ai une question sur monsieur Damien Pierre-Emmanuel. En fait, le film coproduit par le franco-chinois. Tout à l'heure, j'ai entendu le film, ça restait plus longtemps aux salles. Concrètement, c'est à peu près prolongé combien de temps parce que vous avez raccord entre la Chine et la France? Pardon, il était resté plus longtemps. Enfin, je pensais au Promeneur d'oiseaux.
qui est resté, je pense, jusqu'à 4 semaines dans les salles en Chine. Alors, comme le soulignait Isabelle, c'est pas seulement parce que c'était une coproduction franco-chinoise, c'est qu'il y avait aussi le fait que le film avait été sélectionné pour représenter la Chine aux Oscars, donc il lui fallait une carrière en salle en Chine. Mais on a quand même senti à cette occasion que les autorités chinoises et le distributeur avaient veillé à ce que le film ait une carrière en salle plus longue. Et ça, c'était quand même aussi garanti par le fait que c'était une coproduction franco-chinoise. Ok, merci. C'était pas 48 heures seulement. Oui, parce que des fois, Plusieurs il y a des semaines. films, ouais. Et c'est pas une obligation du tout. Hein. C'est pas, on n'a pas réussi à rajouter dans l'accord de coproduction une petite ligne qui dirait que les autorités chinoises non, parce qu'on s'engagent aurait à mis 10 aider. ans de plus, on aurait eu 4 attachés audiovisuels qui auraient essuyé les plates. Non, la ligne n'a pas été rajoutée. Très bien. Cette première table ronde se clôture. Donc, pause café de 10 minutes. On se retrouve après pour la deuxième table ronde. À tout de suite. Merci encore de votre présence.